à celle que j'aurais dû aimer. L'amour se mettre silencieux m'a pris trop tard, la danse de ton essence. Voilà, ces quelques mots, c'est vraiment le cœur du texte de Smaligérok, une œuvre qui plonge tête la première dans le regret. On va commencer par explorer justement ça, ce fantôme qui nous hante tous un peu, celui de ce qui aurait dû être. Alors concrètement, de quoi parle-t-on ? L'auteur décrit cette mentalité du « j'aurais dû » comme une véritable prison. C'est une image forte, c'est comme une encre qui nous cloue au passé et qui nous empêche en fait d'avancer. C'est un état d'esprit qui paralyse complètement. Au lieu de vivre ce qui est, on passe son temps à contempler ce qui n'a pas été. Et cette citation, elle est parfaite pour illustrer la conséquence de tout ça. Le regret, ce n'est pas juste un mauvais souvenir, non, c'est un potentiel qui n'a jamais été exploré. C'est comme un livre entier, plein de possibilités qu'on n'a jamais osé ouvrir. C'est une métaphore vraiment puissante, celle de la vie qu'on n'a pas vécue. Bon, on a bien compris ce sentiment de regret, on l'a bien ressenti, mais alors qu'est-ce qu'on en fait ? C'est là que ça devient intéressant. L'auteur propose un outil pour le comprendre. Parce que l'idée, ce n'est pas juste de subir cette émotion, c'est de l'analyser. Mais oui, comment on fait ? Comment est-ce qu'on transforme une douleur aussi paralysante en quelque chose de constructif ? Et c'est là toute la force du texte. L'auteur ne fait pas que poser le problème. Il va plus loin, il propose une véritable méthode, un cadre de réflexion. Et cette méthode, elle a un nom, la philittérature. C'est le concept clé de tout le livre. Philittérature, c'est la contraction bien sûr de philosophie et de littérature. En gros, c'est une manière d'utiliser la rigueur de la pensée pour mettre un peu de lumière sur les tempêtes du cœur. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est que pour l'auteur, notre existence, ce n'est pas juste une suite de sentiments qu'on subit. C'est une construction. Et la philittérature, c'est l'outil pour construire ça. Et forcément, qui dit esprit et cœur, dit conflit. Cette idée nous amène tout droit à cette bataille éternelle, presque un cliché mais tellement vrai, celle entre l'émotion et la raison. Alors, on a d'un côté le cœur, la passion, l'instinct, ce que l'auteur appelle la vibration. C'est immédiat, c'est brut. Et de l'autre côté, le cerveau, la réflexion, la logique, la construction, c'est plus lent, c'est méthodique. Et le texte nous plonge vraiment au centre de ce combat intérieur. Un combat que, franchement, on connaît tous. Cette image, elle résume tout, non ? Ce conflit interne est parfaitement visualisé ici. Et ce qui est important, ce n'est pas de savoir qui va gagner, c'est de trouver un équilibre. Toute la question est là. Comment on pèse la chaleur bouillante de la passion face à la clarté, parfois un peu froide, de la raison ? Et c'est là que l'auteur propose sa solution. Et elle est assez élégante. Au lieu d'opposer les deux, il propose de les fusionner. Il appelle ça le cœur cerval. C'est une sorte d'intelligence sensible, la capacité à ressentir les choses très profondément, mais en même temps à comprendre ce qu'on ressent. C'est un amour qui serait à la fois vibrant et lucide. Ok, tout ça c'est un peu philosophique, c'est vrai. Mais comment ça se traduit dans la vraie vie ? Voyons un peu comment ces idées s'appliquent aux réalités bien compliquées de nos relations et de notre communication aujourd'hui. Et là, cette juxtaposition, elle est fascinante. On a d'un côté la recherche de connexion à travers des textes denses, de la poésie, et de l'autre, des messages sur un smartphone, rapides, fragmentés. Au fond, on cherche tous la même chose, se connecter à l'autre. Mais les moyens qu'on utilise sont devenus tellement différents, tellement éclatés. Et cette phrase du texte, elle est percutante. Admirer, c'est pour les statues, idiot. Moi, je suis vivante. Ça claque. Ça résume une frustration tellement moderne. Le personnage en a marre d'être un idéal, d'être mis sur un piédestal. Ce qu'elle veut, c'est une connexion. Une vraie. Dans le présent, vivante. Pas une admiration à distance. Et bien sûr, se connecter, ce n'est pas si simple. Cette image, elle montre bien tous les obstacles. Il y a les barrières que la société nous met, et puis il y a celles qu'on se met nous-mêmes, à cause de nos insécurités. Tout ça, ça complique énormément notre capacité à nous connecter pour de vrai. Parfois, c'est même nous qui coupons le pont. On arrive maintenant à la fin de ce parcours. On est parti de la paralysie du regret, et on va voir comment le texte nous amène à une résolution, à une manière de reprendre le pouvoir sur le présent. Alors comment on fait ? L'auteur lance un véritable appel à l'action, et il commence comme ça. Le temps passé du « j'aurais dû ». On sent tout le poids du passé là-dedans, tout le fardeau de ce qu'on n'a pas fait. Doit céder la place au temps présent du « je suis ». Et voilà, le pivot, il est là. C'est un changement radical de perspective. L'idée, ce n'est plus de se définir par ce qu'on regrette, mais par ce qu'on est, là, maintenant. C'est passer de la passivité à l'action, du fantôme à la personne bien vivante. Et cette dernière citation, elle vient renforcer cette idée. Tant qu'il reste une étincelle d'espoir, rien n'est jamais perdu. Ça veut dire que même au plus profond de l'absence, il y a toujours une possibilité de reconstruire. Le regret, finalement, ce n'est pas une fin en soi. Ça peut être le point de départ d'une nouvelle conscience. Et on va terminer avec cette question qui en fait nous renvoie à notre propre histoire.
Parce que le texte de Smartjess Rook, ce n'est pas juste une histoire de regret amoureux, c'est bien plus que ça. C'est un miroir. Un miroir qui nous invite à regarder ces fameux livres qu'on n'a jamais ouverts et à se poser la question, est-ce qu'on est enfin prêt à commencer à écrire au présent ? On va s'intéresser aujourd'hui à une seule journée au Cameroun. Une simple journée, mais qui, vous allez le voir, raconte une histoire bien plus grande, une histoire universelle. C'est l'histoire d'un pays tiraillé entre la promesse d'un avenir radieux et les abîmes de l'âme humaine. Regardez ce contraste. C'est saisissant, non ? D'un côté, un phare, un cœur lumineux, tout un symbole d'espoir et d'avenir. Et de l'autre, une silhouette qui plonge dans l'ombre, dans la peur. Voilà le portrait d'une société qui, au même instant, vise la lumière tout en se débattant avec ses propres démons. Alors, commençons par le côté lumineux, justement, le champ du progrès. On va explorer ensemble les signes bien concrets d'une nation en pleine construction, qui bâtit son avenir à la fois physiquement et numériquement. Une histoire de fer, d'eau et de lumière. Et sur le terrain, ça bouge. Au cœur du Cameroun, on entend le bruit des chantiers. Un énorme corridor électrique est en train de voir le jour pour relier les deux capitales, Yaoundé et Douala. L'objectif, c'est juin 2026. Et ça, c'est bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. C'est la promesse d'une énergie stable pour tout le monde, le moteur de l'avenir. Et cette citation de Victor Hugo, elle résume parfaitement l'enjeu. Ces chantiers, ce n'est pas juste du béton et des câbles. Non, ils représentent une vraie transition, un pas en avant pour toute la nation. Le progrès, c'est exactement ça, l'ambition de transformer la matière pour, au final, libérer les gens de l'obscurité. Mais le progrès, il n'est pas que physique, il est aussi numérique. Et figurez-vous que ce même jour, le 31 mars, on célèbre la Journée mondiale de la sauvegarde. La date n'est pas choisie au hasard, juste avant le 1er avril et ses blagues. Un petit rappel en somme pour nous dire « protégez vos données parce que c'est un bout de votre vie que vous sauvegardez ». Et là, avec Kundera, on passe à un tout autre niveau. Sauvegarder ces données, ce n'est plus juste une corvée technique. Ça devient un acte de résistance. Une façon de lutter contre l'oubli, de préserver qui on est, notre mémoire, notre identité. C'est puissant quand on y pense. Et là, tout bascule. Le ton change radicalement. Cette phrase, elle nous fait pivoter. Elle suggère que sous ce vernis de modernité, de progrès, il y a une maladie silencieuse, une fin de sens qui ronge la société de l'intérieur. Cette fin de sens, elle est le symptôme d'une maladie qui nous amène à la partie la plus sombre de notre analyse, en contraste total, mais alors total, avec l'optimisme des chantiers, une réalité absolument glaçante fait surface, une vague de violence, inouïe, contre des enfants. Les faits sont là, bruts, dérangeants, un phénomène d'infanticide, de crime atroce contre les enfants qui est devenu, d'après les sources, endémique. Ça secoue tout le monde, évidemment, et ça force à se poser une question terrible. Où sont passées les valeurs morales ? Comment peut-on parler de progrès quand l'humanité elle-même semble s'effriter ? Et cette image d'un médicament, elle pose la question qui fâche. Bien sûr, il y a des condamnations officielles, des grands mots, mais est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'on ne serait pas juste en train de traiter les symptômes d'une maladie morale bien plus profonde, bien plus ancrée ? Alors, un sociologue a tenté d'analyser cet engrenage, et sa théorie est effrayante. Tout commence avec une pression économique intense, la misère quoi. Cette misère pousse au désespoir, à la recherche d'argent facile, à n'importe quel prix. Et ce chemin mène certains vers des groupes occultes, des sectes, qui exigent des actes barbares, des sacrifices rituels. Et les cibles, ce sont les plus innocents, les enfants. Et c'est là que cette vieille phrase de Rousseau résonne de façon étrange et terrible. Ce que le sociologue suggère, ce n'est pas une méchanceté naturelle, non, c'est la société elle-même, avec ses pressions, sa perte de sens qui finit par corrompre les individus. La corruption n'est plus seulement politique, elle devient spirituelle. On sacrifie l'avenir, littéralement, sur l'autel du gain immédiat. Bon, face à un tableau aussi noir, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas juste constater le mal, il faut un remède. Et cette recherche, elle prend la forme d'une véritable bataille pour l'âme de la nation, où la justice doit se transformer en rempart. La réaction, elle ne se fait pas attendre. Le gouvernement condamne, parle d'actes inacceptables, promet une réponse ferme. Mais au-delà des déclarations, l'enjeu est vital. Il faut tracer une ligne dans le sable, une ligne inaffranchissable. La loi ne doit plus seulement punir, elle doit protéger le tissu même de la civilisation. Et cette image illustre parfaitement le choix fondamental. D'un côté, le chemin de l'ombre, celui de la peur, du silence, de la complicité. Et de l'autre, le chemin de la lumière, fondé sur la dignité, l'éducation, là où l'espoir peut encore grandir. C'est le choix d'une société qui se retrouve à un carrefour critique de son histoire.
Au final, le choix se résume à ça. C'est presque binaire. D'un côté, la menace, la barbarie qui ronge tout de l'intérieur. De l'autre, la seule réponse possible, la justice. Et attention, pas une justice de vengeance. Non, une justice comme un rempart, comme l'ultime mur de protection pour les valeurs d'une communauté. Cicéron l'avait déjà compris il y a des siècles. La loi suprême, c'est le salut du peuple. Face à une telle menace, une réponse légale et morale forte n'est pas une option, c'est une condition de survie. La sévérité devient alors le dernier rempart de la tendresse qu'on doit aux plus vulnérables. Pour finir, essayons de prendre un peu de hauteur, parce que ces événements, aussi spécifiques soient-ils au Cameroun, nous renvoient en fait à une question philosophique beaucoup plus large, une question universelle et intemporelle. Cette image symbolique, la boussole de l'absolu, elle représente parfaitement ce conflit intérieur. D'une main, on construit, on bâtit notre puissance matérielle, on coule du béton, mais pour aller où? Quelle direction on suit? On a un besoin crucial d'équilibrer notre pouvoir technologique avec une boussole morale, une boussole intérieure. Et au fond, tout se résume à ça, à cette mise en garde magistrale de Rabelais. C'est l'avertissement au cœur de toute cette histoire. La science, le progrès, l'électricité, les barrages, sans une conscience pour les guider, tout ça ne peut mener qu'à une seule chose, la ruine de l'âme. Et ça nous laisse avec cette question finale, une question qui reste en suspens. À quoi bon construire un avenir plus lumineux si c'est pour n'éclairer que des ruines morales? Aujourd'hui, on va explorer un concept à la fois poétique et philosophique, un concept qui touche au cœur de ce qui nous rend humains. On va plonger dans un texte qui parle de nos fragilités, de nos contradictions et de comment, finalement, c'est tout ça qui fait notre beauté. Le texte s'ouvre avec cette phrase, qui nous est directement adressée. Des funambules, des acrobates en équilibre sur un fil tendu entre nos extrêmes. L'image est forte et elle pose tout de suite le décor. La première partie de ce voyage se présente comme une lettre à l'humanité qui nous rappelle notre double nature. On est constamment tiraillés, vous savez, entre nos plus grands rêves, les étoiles, et nos failles les plus terre-à-terre, la poussière. On a tous grandi avec cette idée un peu binaire. La lumière, c'est le bien, l'obscurité, c'est le mal. Fuite et défaut, cherche la perfection. Eh bien, ce texte prend le contre-pied total. Et si notre véritable éclat ne venait pas de l'absence d'ombre, mais justement de la façon dont on apprend à vivre avec? Et voilà le grand écart. D'un côté, on a cette capacité incroyable à être ému aux larmes par la beauté du monde, et de l'autre, on est aussi capable de détruire cette même beauté. On contient ces deux pôles en permanence. C'est ça le paradoxe humain. Et si on arrêtait de voir ça comme des faiblesses? Et si nos contradictions étaient en fait nos plus grandes forces? C'est parce qu'on est fragile qu'on crée de l'art, qu'on aime. C'est parce qu'on doute qu'on reste libre et qu'on ne devient pas des machines. Finalement, ce ne sont pas des bugs de notre système, mais bien les caractéristiques qui nous définissent. On en arrive maintenant au cœur du réacteur, au concept central, l'ombre lumineuse. Et attention, ce n'est pas juste une jolie formule, c'est une toute nouvelle façon de penser ce que ça veut dire exister. La définition est d'une simplicité géniale. Une ombre, ce n'est pas une absence de lumière. C'est la preuve qu'un objet solide, réel, est là et qu'il bloque cette lumière. Nos défauts, nos peurs, nos échecs, c'est notre ombre. C'est la preuve qu'on existe, qu'on a de la substance. Vouloir effacer son ombre, c'est vouloir devenir transparent, ne plus exister. Cette idée, ce n'est pas la première fois qu'on l'entend. Le grand Leonard Cohen l'a magnifiquement résumé dans cette phrase. Ce n'est pas malgré nos fissures que la lumière entre, c'est grâce à elle. Nos imperfections sont les portes d'entrée de la compréhension. Alors, pour creuser un peu plus, l'auteur nous présente un concept qui s'appelle la philittérature. C'est un mot un peu savant, mais l'idée est simple. C'est le point de rencontre entre la logique pure de la philosophie et le souffle, l'émotion de la poésie. La philittérature, en fait, c'est refuser de choisir son camp. C'est dire qu'on a autant besoin d'équations que de métaphores pour essayer de comprendre le monde et notre place dedans. La pensée analytique et l'intuition poétique ne s'opposent pas, elles dansent ensemble. Et ça, c'est le principe fondateur de cette approche. La vie, ce n'est pas un bug à corriger ou une énigme avec une seule bonne réponse. C'est plutôt comme une peinture ou une symphonie, complexe, nuancée et ouverte à une infinité de lectures. Pour que tout ça devienne vraiment concret, le texte nous propose une scène, comme dans un film. Une mise en scène où ces deux mondes, la logique et la poésie, vont se retrouver face à face. Imaginez la scène. D'un côté, on a Alpha, dans un labo froid, clinique, un monde de data et de perfection. De l'autre, Beta, dans un atelier chaleureux mais bordélique, un monde de création, de passion. Deux univers qui n'ont a priori rien en commun. Le dialogue commence, et c'est un dialogue de sourds.
Pour Alpha, le scientifique, c'est limpide. L'ombre est un défaut de conception. C'est une information manquante, une erreur 404 dans le système qu'il faut absolument corriger. Et Beta, l'artiste, répond du tac au tac avec une vision totalement opposée. Pour elle, l'ombre n'est pas un vide. Au contraire, c'est la matière première. C'est l'encre avec laquelle on écrit nos vies. Sans encre, la page reste désespérément blanche. Et c'est là que l'ombre lumineuse elle-même fait son apparition. Elle ne prend pas parti, elle se contente de montrer un chemin. Et son premier message, c'est cette idée de Cohen. Le point de contact, l'endroit où la vérité se révèle, c'est dans l'imperfection, dans la fissure. Et là, on assiste à une progression incroyable. Au début, c'est l'opposition frontale. Puis, leurs deux mondes commencent à s'interpénétrer, à déteindre l'un sur l'autre. Ça les force à dialoguer autour de cette idée commune, jusqu'au geste final, un geste d'union, où ils tendent la main ensemble vers cette nouvelle vérité. C'est le message final de l'ombre lumineuse, la révélation. Alpha et Beta n'étaient pas des ennemis, mais les deux moitiés d'un même ensemble. La séparation entre la science et l'art, la perfection et le défaut, tout ça n'est qu'une illusion. La vérité, c'est leur union. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour nous au quotidien ? La dernière partie du texte nous ramène à l'essentiel. C'est un appel à être plus lucide et peut-être plus doux avec notre propre nature. Le texte donne des pistes très concrètes. Dans un monde qui veut tout rentabiliser, apprendre à chérir ce qui est inutile, mais essentiel. Un rire, une balade. Ne plus fuir ses peurs, mais les écouter comme des boussoles. Et surtout, accepter l'échec. Parce que c'est notre capacité à échouer qui nous distingue des machines. Si on ne devait retenir qu'une seule phrase, ce serait celle-ci. Arrêter de se voir comme un projet défaillant qu'il faudrait sans cesse améliorer, réparer et commencer à s'accepter comme une expérience complète, avec les moments de lumière, les moments d'ombre et tout ce qu'il y a entre les deux. Et voilà la conclusion. La trace qu'on laissera, notre véritable héritage, ce ne sera pas notre efficacité ou nos prouesses technologiques. Ce sera notre capacité à avoir gardé un cœur tendre, à être resté vulnérable et humain dans un monde qui nous pousse sans cesse à nous endurcir. Le texte se termine en nous renvoyant à nous-mêmes. La question finale, elle est pour chacun de nous. Quelle est cette part d'ombre, cette faille, cette peur que l'on traîne ? Et si, au lieu d'en avoir honte, on la voyait pour ce qu'elle est vraiment, la preuve la plus éclatante qu'on est bien là, bien vivant, debout, en plein soleil.